Mesdames et messieurs, bonjour. Nous aussi, nous sommes mobilisés à l'Assemblée nationale, au Sénat, par rapport au changement climatique, par rapport à la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, par rapport à la COP 21, puisque nous avons assisté au lancement de cette COP 21 à l'Élysée par le président de la République récemment. Oui, effectivement, 2015, c'est bien l'année de la COP 21, une année cruciale. Vous connaissez les objectifs. Il s'agit d'aboutir à un accord visant à limiter les hausses de température à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Y a-t-il urgence? Nous répondons nous, avec Marie-Hélène Fabre, députée de Narbonne, ici présente. Je m'exprimerai d'ailleurs également en son nom. Y a-t-il urgence? Mais nous considérons que oui, il y a grande urgence. Urgence climatique, urgence écologique, urgence sociale également. La planète Terre n'est pas menacée. On nous dit la planète Terre est menacée. Non, la planète Terre, elle en a vu d'autres en 4,5 milliards d'années. Elle continuera de tourner quoi qu'il arrive. Ce qui est menacé, c'est la biodiversité. Et à terme, c'est certainement l'humanité. Voilà pourquoi nous disons qu'effectivement, il y a urgence. Le constat, nous le connaissons tous. La température moyenne a augmenté déjà d'1 degré, je crois, au cours du dernier siècle. Si rien n'est fait, elle pourrait croître de 4 degrés d'ici 2100. L'océan Arctique pourrait être libre de glace en 2050. Le niveau des mers pourrait s'élever entre 26 cm et 82 cm, selon le GIEC. Bref, selon certains scénarios, il se pourrait très bien qu'à la fin du siècle, Paris connaisse le même climat que connaît Cordoue en ce moment. La production d'hydroélectricité pourrait chuter de 15 à 20-25%. Comme ici, nous sommes dans une région viticole, mesdames et messieurs. Sachez qu'à cause des sécheresses intenses qui se préparent, les rendements pourraient chuter considérablement, en Languedoc ou Sillon. Par contre, ces mêmes rendements pourraient augmenter formidablement en Bourgogne. Certains pensent même que la viticulture pourrait s'installer non seulement en Bretagne, mais peut-être même au Royaume-Uni. Bref, ce qui peut arriver, ce qui risque d'arriver, mesdames et messieurs, ça a déjà commencé. Le changement climatique aggrave tout. Vous le savez, phénomènes extrêmes, périodes de sécheresse intense, inondations brutales, élévation du niveau des mers, accroissement de la pauvreté, accroissement des inégalités. C'est la raison pour laquelle je disais aussi qu'il y avait urgence écologique, climatique et sociale. Les zones les plus impactées, alors ne me demandez pas pourquoi, mais selon les experts, le bassin méditerranéen, il l'est déjà, et la Russie, et puis de larges parties d'Afrique et du Moyen-Orient pourraient être considérablement déstabilisées, plus de pauvreté, plus d'inégalités et plus de déplacement des populations. Donc l'objectif de la COP 21, effectivement, c'est de ne pas dépasser les 2 degrés fin de siècle. Attention, au-delà des 2 degrés, les transformations seront si rapides qu'elles pourraient dépasser nos capacités à nous y adapter. Nous ne devrons pas émettre durant ce siècle plus de 1000 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, c'est-à-dire, je ne sais pas si je commets une erreur là, dans mes calculs, 2 tonnes par habitant et par an. Où en sommes-nous aujourd'hui, justement, pour mesurer l'effort qui reste à accomplir? Les États-Unis, 16 tonnes par habitant et par an. La Chine, 7 tonnes par habitant et par an. L'Europe, en moyenne, 8 tonnes. Et au sein de l'Europe, l'Allemagne, 9 tonnes. Et au sein de l'Europe, la France, 5 tonnes. 5 tonnes par habitant et par an.
Quels sont à ce jour les meilleurs élèves de la classe? Là, dans le cadre de la préparation de la COP 21, les îles Marshall, ben, on comprend pourquoi. Elles s'engagent à baisser les gaz à effet de serre de 45%. Autre bon élève de la classe, le Maroc. Il s'engage à baisser les gaz à effet de serre de 42%. L'Éthiopie qui s'engage à une baisse de 64%. Et alors, quels sont les mauvais élèves de la classe? La Russie, qui est accro au gaz. Même si le gaz est une énergie fossile moins polluante peut-être que le charbon, n'empêche que. Le Canada, qui lui est accro au sable bitumineux. Le Japon, accro au charbon. La Turquie, qui envisage de multiplier par 2 les émissions et qui envisage de construire 75 centrales à charbon, avec le soutien d'un grand groupe français qui fait une grosse publicité sur la nécessité de lutter contre les gaz à effet de serre en France, mais qui soutient la réalisation de 75 centrales en Turquie, au charbon. Alors, aux dernières nouvelles, il paraîtrait que ce grand groupe les citerait et ferait machine arrière. Bon, on verra bien. Face à cette situation, quels sont les bons élèves? Plutôt non, les élèves moyens. L'Europe, qui s'engage à moins 40% de gaz à effet de serre d'ici 2050. Les États-Unis qui vont faire des efforts, nous ont-ils dit, mais qui n'en ont pas fait pendant 20 ans. Du tout. Face à cette situation, il faut une véritable prise de conscience mondiale, un mouvement de masse radical. Est-ce le cas? Est-ce le cas? Je ne le crois pas. Peu de gens savent ce qui est en train de se jouer. Et si nous ne faisons rien, personne ne le fera à notre place. Alors où en sommes-nous? Faisons le point sur la préparation de la COP 21. D'après les informations dont je dispose aujourd'hui, peut-être en avez-vous de meilleures et de plus récentes. Moi, tout ce que je sais, c'est que sur les 196 pays qui sont invités à la COP 21, 150 ont remis des contributions. Et ces contributions sont plus proches d'un scénario conduisant à un réchauffement supérieur à 3 degrés, avec un total d'émissions de 56 gigatonnes de CO2 à l'horizon 2030. Alors je veux espérer que les choses vont évoluer d'ici la COP 21 du mois de décembre. Sinon, aller au-delà des plus 3 degrés, ce serait, à mon avis, catastrophique. Il est essentiel que les 195-196 pays se remettent vite sur la route des 2 degrés. Et pour cela, les principaux pays doivent ramener les émissions autour de 46 gigatonnes de CO2 à l'horizon 2030. À noter que l'humanité en a rajouté en 2013 quelques 40 gigatonnes de CO2, alors que la biosphère ne peut en absorber que 10. En fait, il est important que les engagements pris visent les 2 degrés lors de la COP 21. Mais il sera tout aussi essentiel que ces engagements soient tenus ensuite et qu'on puisse vérifier qu'ils soient tenus. Pour cela, nous devons aider les pays en développement à tenir leurs engagements. Se pose donc le problème des 100 milliards d'aides qui seront nécessaires chaque année. C'est beaucoup, 100 milliards, pour aider les pays en développement, et c'est peu à la fois, puisque ça représente 0,2% des pays de l'OCDE. D'ailleurs, la France, à ce propos, a déjà mis sur la table 1 milliard. Et nous poussons la même France, les députés, les sénateurs, Marie-Hélène Favreau, moi-même, à ce qu'elle fasse un geste supplémentaire dans le cadre de la COP 21. La France n'est pas forcément mauvais élève de la classe, vous avez pu vous en rendre compte, mais je crois qu'elle peut mieux faire en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est la raison pour laquelle nous
non seulement adopté la loi transition énergétique et croissance verte il y a quelques semaines avec Marie-Hélène Fabre à l'Assemblée, moi-même au Sénat, mais nous l'avons aussi renforcé par voie d'amendement. Quels sont les objectifs fixés par cette loi de transition énergétique? Je pense que vous les connaissez tous. Réduire les émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 40%, les diviser par 4 à l'horizon 2050, réduire la consommation des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012, porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale en 2030, réduire la consommation énergétique de 50% à l'horizon 2050 par rapport à 2012, et rééquilibrer le bouquet énergétique de la France, apportant la part du nucléaire à 50%, nous sommes aujourd'hui à 78%, à l'horizon 2025. Alors là, il y a eu grosse division, grosse polémique, grand débat au Sénat entre ceux qui disaient c'est irréalisable et ceux qui disaient comme moi, réalisable ou pas, fixons cette échéance et mobilisons-nous pour que nous respections cette échéance, c'est-à-dire ramener la part du nucléaire à 50% à l'horizon 2025. Peut-être ce sera à l'horizon 2030, mais l'essentiel c'est de mobiliser toutes nos forces pour rééquilibrer enfin ce bouquet énergétique. Il n'est pas sain d'avoir, dans un pays comme la France, une part du nucléaire qui avoisine les 80%. Nous devons donc prendre en urgence aussi le tournant de l'économie circulaire. Il faut de plus en plus que les déchets des uns constituent les ressources des autres. Il est urgent de sortir du schéma extraire, produire, consommer, jeter. Nous devons recycler plutôt que jeter. Et c'est encore là aussi l'un des grands objectifs de la loi transition énergétique et croissance verte. Et pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, bien évidemment, il nous faut réduire notre consommation d'énergie. C'est cohérent. Pour cela, il nous faut lutter contre les logements passoires. Il y en a, mesdames et messieurs, 20 millions en France de logements passoires qui laissent passer la chaleur par les toitures, les portes et les fenêtres, habités pour la plupart par des gens de conditions très modestes. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure aussi d'urgence sociale. Rénover 20 millions de logements passoires, il y en a 20 000 dans l'Aude, à peu près, on ne les connaît pas tous. Cela implique de faire de gros efforts. Et c'est ainsi que la loi de transition énergétique demande à ce que l'on rénove 500 000 logements passoires chaque année. Dans le même temps, il nous faut réduire la consommation d'énergie fossile en développant les transports propres, le covoiturage, les transports collectifs, les voitures électriques, les vélos. Oui, les vélos, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il nous faut développer, enfin, les énergies renouvelables. Certes, on ne pourra les développer massivement que le jour où l'on saura stocker véritablement l'électricité. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais n'empêche qu'il nous faut fixer là aussi un objectif pour porter cette part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation à l'horizon 2030. Et puis, il nous faut lutter contre les gaspillages, réduire les déchets. Là aussi, des objectifs précis sont fixés, avec l'interdiction des sacs plastiques. 1er janvier 2016, les sacs à usage unique, interdits. 1er janvier 2017, les sacs pour fruits et légumes, interdits. Quant aux fameux sacs oxo biodégradables, qui sont peut-être les pires de tous, interdits également. Il nous faut aussi lutter contre ce que l'on appelle le gaspillage alimentaire, avec l'interdiction pour la grande distribution de rendre leurs invendus impropres à la consommation. Des conventions seront passées entre la grande distribution et les associations caritatives. Et là, je veux saluer l'action de la députée de Narbonne, Marie-Hélène Fabre, qui, avec quelques-uns de ses collègues à l'Assemblée nationale, ont réussi le tour de force de faire adopter des amendements
visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors une remarque. Notez que le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation énergétique de la France, avec 25% des émissions de gaz à effet de serre. Alors comment favoriser la rénovation thermique des bâtiments dont je parlais tout à l'heure? 20 millions de bâtiments. Passoires. Comment favoriser la rénovation thermique de ces bâtiments? On nous dit, vous n'avez pas prévu de financement. Si, le crédit d'impôt sera porté à 30%. Ça représente un coût de 1,4 milliard d'euros. La TVA, réduite à 5,5%, ça a un coût de 1,5 milliard d'euros. L'éco-prêt à taux zéro, porté jusqu'à 30 000 euros. Le chèque énergie, destiné aux catégories les plus modestes, qui ont les plus grandes difficultés à se chauffer l'hiver. Il y a, mesdames et messieurs, 4 millions de ménages qui ont toutes les difficultés à se chauffer l'hiver. On considère que la précarité énergétique frappe durement ces ménages-là. En fait, c'est 8 millions de personnes qui sont concernées. Le chèque énergie va permettre à ces gens-là de se chauffer correctement. Nous n'avons pas encore fixé le montant de ce chèque énergie. Simplement, sur quoi nous insistons, c'est qu'il pourra être aussi utilisé par ces mêmes ménages pour faire l'achat d'équipements permettant de mieux isoler le logement ou de s'équiper à un appareil de chauffage plus propre. Et puis nous allons mettre en place cette fameuse plateforme de la rénovation énergétique pour conseiller les particuliers, pour les accompagner dans leur démarche, car ça n'est pas toujours facile. Et enfin, une deuxième remarque concernant les transports. Notez que le secteur transport est le premier émetteur de gaz à effet de serre, 33% des émissions totales. Et l'objectif de la loi transition énergétique, c'est tout autant la lutte contre le changement climatique que l'amélioration de la qualité de l'air. Le secteur transport représente 15% des émissions de particules et 56% des émissions d'oxyde d'azote. Dès lors, si la ville n'est pas durable, eh bien la ville rend malade. D'où plusieurs mesures dans la loi de transition énergétique. Incitation à acheter des véhicules propres, avec la fameuse prime de 10 000 € lorsque vous larguez votre vieux diesel. Plan de mobilité d'entreprise pour favoriser le covoiturage entre salariés. Crédit d'impôt pour financer les installations à domicile de points de recharge pour les véhicules électriques. Et également une aide fiscale aux entreprises pour la mise à disposition de vélos pour les salariés, avec des indemnités kilométriques. Tout ça n'a pas encore été fixé par décret ou par arrêté, et je veillerai au grain, puisque je préside toutes les semaines le Conseil supérieur de l'énergie, qui donne son avis sur les projets de décret et sur les projets d'arrêté. Et à l'étude, pour l'instant ça n'est qu'à l'étude, c'est l'opportunité de réserver une voie sur les autoroutes ou sur les routes nationales. Une voie consacrée à l'autopartage, au covoiturage, au transport en commun. Alors ça, c'est à l'étude. Mais je dis, pourquoi pas, ça serait peut-être, là aussi, une bonne mesure. En fait, je dirais que si le dérèglement climatique est global ou mondial, les solutions sont locales. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit avant moi par les étudiants. C'est le bon sens même. C'est le bon sens même. Mais il est important qu'au niveau national, européen et mondial, des objectifs soient fixés et que les moyens soient réunis pour permettre aux pays en voie de développement d'aller dans le même sens. Et puis c'est vrai que c'est au niveau local que se construiront, que se concrétiseront les différentes mesures permettant l'application tout simplement de cette loi sur la transition énergétique et nous permettant d'atteindre les objectifs fixés. Je pense là plus particulièrement à ce que nous appelons les territoires à énergie positive, qui seront au premier rang des acteurs du changement. Bref, mesdames et messieurs,
Je crois que nous avons tout intérêt à inventer les territoires à énergie positive qui encourageraient la construction de bâtiments à haute qualité environnementale, des territoires qui permettraient d'inventer un urbanisme vertueux et qui chercheraient à diminuer l'empreinte écologique de la ville. À mon sens, l'urgence climatique doit permettre de concilier écologie et économie en inventant un nouveau modèle porteur de croissance et d'emploi. Un modèle qui permettrait une meilleure intégration de la ville à l'environnement et de l'environnement à la ville, offrant ainsi des conditions de restauration de la biodiversité à un niveau proche de son potentiel naturel. Vous disposez, alors je m'adresse aux étudiants, vous disposez de tout un panel de possibilités en matière d'urbanisme, comme par exemple une orientation des bâtiments avec une hauteur ne dépassant jamais la largeur de la rue et permettant de ce fait un meilleur accès au soleil pour tous. Vous disposez de la possibilité de concevoir des édifices profonds de moins de 10 mètres afin de faciliter l'éclairage et une ventilation naturelle pour toutes les pièces. Des constructions mitoyennes limitant les pertes d'énergie, les déplacements et les coûts de viabilisation, je pense au réseau d'énergie, au réseau d'eau ou d'assainissement. Mais aussi, tenez compte de l'orientation des maisons, laquelle devra tenir compte du vent dominant, qui, en principe, ici, à Narbonne, est le vent qu'on appelle la tramontane, on l'appelle aussi le cerce, du nom du dieu Circius, qui, à l'époque des Romains, avait le mérite de chasser les miasmes qui subsistaient dans les marécages, puisque la mer arrivait aux portes de Narbonne. Donc, tenir compte de l'orientation de ces maisons par rapport au vent dominant nord-nord-ouest. Penser la ville de demain, c'est aussi intégrer les problèmes de la protection, de la gestion écologique, de la préservation des trames vertes et bleues. C'est donc prendre en compte le réchauffement climatique. Mais c'est aussi prévoir de gérer des écosystèmes fragiles exposés à la sécheresse méditerranéenne et aux submersions marines. Ou encore, se donner les moyens d'une agriculture durable, de proximité. Je pense notamment à l'agriculture et aux circuits courts. Les pistes sont nombreuses. À vous d'en inventer d'autres. Il me semble très utile que vous n'oubliez pas, dans le modèle de développement que vous allez proposer, la proximité immédiate avec la mer, Méditerranée. Et croyez-moi, j'ai fait le triste constat, à l'occasion du rapport que j'ai rédigé sur ce thème dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, j'ai fait le triste constat d'une mer Méditerranée qui souffre atrocement des pollutions venues à 80% des terres et dont les plastiques, véritables bombes à retardement, constituent l'essentiel de ces pollutions. Je rappelle, c'est une parenthèse toujours parce que je fais partie de ceux qui aiment cette mer Méditerranée et qui veulent la protéger. Je rappelle que la Méditerranée est une chance, car c'est un puits de biodiversité. Rappelons qu'à elle seule, elle abrite 8% des espèces marines connues, c'est-à-dire 12 000 espèces décrites, avec une forte population endémique, 25% au total. 8% de la biodiversité sur un espace qui est inférieur à 1% de la surface océanique mondiale. Par ailleurs, la Méditerranée, comme les océans d'ailleurs, c'est un excellent capteur de dioxyde de carbone. Et grâce à leur grande capacité d'absorption du dioxyde de carbone, environ 1 million de tonnes par heure, les mers et les océans contribuent au ralentissement du réchauffement climatique. Mais, il y a un mais, l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone dans la mer, conjuguée au réchauffement, rend cette mer plus acide. Ce processus est connu sous le nom de acidification.
il entraîne, écoutez-moi bien, une moindre calcification des espèces, les coraux, les moules, les huîtres. J'ai vu les moules avec un trou, c'est-à-dire que la calcification avait été incomplète. Et vous pouvez donc d'ores et déjà apprécier l'interrelation des phénomènes de pollution découlant de l'activité humaine. Et je referme la parenthèse. Penser le futur, c'est aussi prendre en compte la complexité du milieu naturel et ses interrelations entre les aménagements existants, et c'est donc aussi prévoir une gestion intégrée des zones côtières et marines qui protégerait le milieu marin tout en permettant les activités économiques de pêche et de tourisme balnéaire. Nous voilà donc au cœur de la réversibilité, condition sine qua non d'un développement soutenable, et je pense notamment au repli stratégique du littoral afin de mieux prendre en compte l'aléa submersion marine ou tsunami. Alors à propos des submersions marines, est-il vraiment nécessaire de préciser que les phénomènes météorologiques ou le changement climatique ne sont jamais à l'origine des tsunamis? Et c'est nécessaire, mais je crois que oui, c'est nécessaire. Parce que je rencontre encore des gens qui me disent oui avec le réchauffement, oui avec l'absence des marées, oui il se pourrait que nous ayons davantage de tsunamis. Donc complètement fou. Les submersions marines peuvent avoir une origine météorologique. Mais les tsunamis ont toujours une origine géologique. Ce qui peut provoquer un tsunami, j'en profite pour préciser certaines choses, parce que j'entends tellement de choses aberrantes, ce qui peut provoquer un tsunami, c'est une météorite qui tombe en mer, c'est un séisme, il y a des failles nombreuses en Méditerranée, c'est aussi un glissement de terrain sous-marin, c'est aussi l'effondrement d'un volcan. Bref, des phénomènes géologiques peuvent provoquer des tsunamis, mais pas météorologiques. Voilà, je referme la parenthèse. Bref, plus qu'une ville nouvelle, il s'agit d'opérer un changement profond de la morphologie urbaine qui répond à deux objectifs: revitaliser les secteurs dégradés tout en répondant aux exigences de gestion économe de l'espace et maîtriser l'étalement urbain. La liste n'est pas exhaustive, car il n'est pas de modèle parfait et chaque territoire a ses singularités. À vous, chers étudiants, de les révéler, de faire des handicaps apparents des leviers d'un développement urbain durable, ou tout au moins de les intégrer dans votre modélisation. Et enfin, pour conclure, les parlementaires que nous sommes avec Marie-Hélène Fabre ne sauraient conclure sans aborder la question de la participation des populations, c'est-à-dire le temps du débat citoyen. Aussi, je compte sur vous pour donner la parole, au travers des conseils citoyens, aux habitants, sans lesquels les territoires ne pourraient changer de visage. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos projets et je ne doute pas un instant que vos travaux seront à la hauteur de nos attentes. Mais le temps presse. Merci.